Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 10 décembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, de la situation du marché, du XRP, de géopolitique avec la Syrie et pour terminer d'un décodage de la guématrie avec ISO 222 et un peu de XRP aussi de décodage. Voilà, alors hier, on regarde la situation du marché. Hier, ça a fait un flash crash hier soir. Et là, ça remonte un petit peu. Il faut bien comprendre que c'est une manipulation des market makers et des baleines qui sont bien sûr en synchronicité. Et ils ont donc fait crasher le marché. Et on voit bien que c'est eux, puisque tout a craché en même temps. Et surtout, il y a eu un rachat dans les heures qui ont suivi, très rapide. Un rachat, ça a remonté très vite, donc ils ont fait chuter et ils ont racheté bas. C'est pire que la mafia, c'est comme ça. On est dans la jungle de la crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une alerte quand ça se passe, d'avoir paramétré des alertes sur vos échangeurs ou autres, pour pouvoir tout de suite intervenir si vous pouvez. Moi, il me restait un petit peu de liquidité, donc j'avais regardé un peu ce qui était intéressant. Et j'hésitais entre Gala et RCR, et en fait j'ai acheté un tout petit peu de RCR, de Reserve Right, en sachant qu'il était descendu hier à 25% je crois, à peu près, donc j'en ai racheté un petit peu, il me restait un peu de liquidité. Voilà, on va continuer pour la situation du marché, on va regarder Google Trends, il y a le XRP qui s'écroule, le BTC qui descend encore, et Ethereum se stabilise à peu près. Au niveau de la domination, ça a remonté un petit peu, on était à 55, on est à 56,78. Je pense que ça va remonter, la dominance, très prochainement. Voilà, actuellement on est dans la semaine, on est la semaine 50 actuellement, et comme je vous ai dit, où on va être bien, c'est à partir de la semaine 51. On verra même ça à la fin en Gematry tout à l'heure. Et bien voilà, on va commencer par l'actu générale. Alors ici, on a Google qui dévoile une nouvelle puce de calcul quantique. Je vous ai déjà parlé, j'avais fait des articles sur en fait le système quantique qui pouvait être dangereux pour hacker le hachage des crypto-monnaies, c'est-à-dire le codage des crypto-monnaies. Et donc là, il y a eu encore une amélioration pour la vitesse de résoudre les calculs. Et on va regarder ce qu'ils mettent à la fin, c'est ça qui est intéressant. Ils mettent que selon les estimations pour compromettre le cryptage de Bitcoin nécessiterait un ordinateur quantique avec 13 millions de qubits pour obtenir le décryptage dans les 24 heures. Et ils disent qu'apparemment le plus haut, donc ça serait cette puce là de Google Willow, qu'il s'agit d'une avancée significative comprend 105 qubits. On en est loin. Maintenant, personnellement, j'ai pas super confiance parce que je pense qu'au niveau de l'armée, ça c'est ce qu'on vous met dans les puces. Mais je pense qu'ils ont des ordinateurs quantiques qui sont vraiment plus développés que ça dans l'armée, je pense personnellement. Voilà. On continue ici, on a la Banque centrale chinoise qui reprend ses achats d'or après 6 mois d'interruption en novembre. On en reparlera un petit peu tout à l'heure dans la géopolitique aussi. Et c'est intéressant de noter voilà, qu'ils reprennent. Et de toute façon, beaucoup de banques achètent des réserves d'or et on verra tout à l'heure pourquoi, même si je l'avais déjà expliqué. Ici, on a un article que je peux vous laisser, vous me dites en commentaire, qui est très intéressant, où il parle des États-Unis, la mère de toutes les bulles. Et en fait, ils expliquent un petit peu qu'il y a vraiment une bulle massive aux USA et que cette bulle tout est surévalué et qu'elle risque d'exploser peut-être l'année prochaine. On a la Banque américaine qui voit tout simplement l'or pour l'année prochaine à au moins 3000 $ l'once. Voilà. Donc ça fait longtemps que je dis de pouvoir, si vous pouvez acheter un peu d'or. Là, il parle aussi de la crise de Cooper.
Et moi, c'est intéressant après la crypto de me positionner sur les matières premières. Et le cuivre et l'uranium font partie de mes targets. Ici, on a le BTC qui chute sous 95 000, liquide 500 000 traders et 1,5 milliard de dollars du marché crypto. Voilà, ils font leur rituel de liquidation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ici, on a une entreprise indienne qui s'appelle la société JetKing qui se concentre sur la formation IT. Il est devenu la première entreprise publique, elle, en fait, c'est mal traduit, elle est devenue la première entreprise publique en Inde à adopter une réserve de stratégie de Bitcoin. Et ça, on entend de plus en plus ça, des entreprises ou même des gouvernements qui veulent en fait faire le Bitcoin une réserve stratégique. Et justement, en parlant de ça, la Russie envisage une proposition de réserve nationale de Bitcoin. Voilà. Donc c'est vraiment le narratif de plus en plus. Là, c'est intéressant. On a l'Iran qui approuve un cadre réglementaire complet pour les crypto-monnaies. La Banque centrale d'Iran délivrera des licences et supervisera les courtiers et dépositaires de crypto-monnaies. Le cadre vise à exploiter le potentiel de la cryptographie pour la croissance économique et le contournement des sanctions. L'accès est mis sur le respect des lois AML et CTF. Voilà. Donc c'est intéressant, on voit que de toute façon tous les pays, ça se met en place. Ici, c'est plus géopolitique. On a les forces terrestres israéliennes qui entrent en Syrie. Ça date d'aujourd'hui, selon les officiels. Bon, si vous connaissez le projet d'Israël, je pense qu'ils vont essayer de choper des terres un peu partout, tant que personne ne les arrête. On continue, on a 3000 milliards d'or au pays du Bitcoin, c'est-à-dire au Salvador, ils ont trouvé un gisement en fait de 3000 milliards d'or. Donc vraiment ce pays, il est vraiment, il est bon pour l'instant, il a misé sur le Bitcoin, pour l'instant c'est tout bon. Et puis en plus il a des gisements miniers dans tout simplement dans son pays. Voilà. J'ai fini pour l'actu générale. On va juste regarder Realty. Beaucoup de gens m'ont demandé de faire un tuto. Je ferai un tuto. Là, franchement, entre hier, le décodage de Notre-Dame et aujourd'hui, je vous rappelle que je travaille. Je gagne pas. C'est pas YouTube c'est pas avec les vues sur YouTube que je vais gagner de l'argent. Donc, faut d'abord que je travaille. Et puis, je ferai un tuto, je pense, en fin de semaine. Donc, tout est pris, tout ce qui était lundi, c'est parti comme des petits pains, comme d'habitude. C'est un truc de fou, ça part à une vitesse. Donc on va voir quand est-ce qu'ils vont remettre encore d'autres maisons en vente. Et maintenant on va parler un petit peu du XRP. Alors comme j'en avais parlé la dernière fois, on a Brad House qui a donc été interviewé dans l'émission 60 minutes. Et il n'est pas très content parce que ils ont omis des détails clés sur le statut juridique de XRP. Bien sûr, il faut savoir que les médias ne sont pas forcément pour le XRP, puisque en fait il faut regarder qui finance ces médias. Et par contre, on pensait que ça allait faire de la publicité. Certains disaient que ça allait pumper. D'autres disaient que justement, by the rumor sells the news, ça allait justement cracher. Alors oui, ça a craché dans un sens. C'est vrai que juste après, ça a baissé un petit peu. Maintenant, je pense que sur le XRP, c'est pas assez connu pour vraiment qu'il y ait une grosse chute par rapport à ça. Mais parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément de gens encore, même si ça commence, qui parlent du XRP. Je pense que ça va venir de plus en plus. On en parle plus, c'est quand même vachement mieux qu'avant. Et je pense que le FOMO arrivera très bientôt quand le XRP va exploser. Ici, on a un expert qui craint que le retour de Crenshaw à la SEC peut être un mauvais, peut être mauvais, néfaste pour la suite contre le XRP, le procès contre le XRP. Et donc,
À voir si cette personne qui est vraiment, elle est encore pire que comment ça s'appelle, que Gary Gensler. Elle est carrément, elle voulait qu'il n'y ait pas du tout d'ETF Bitcoin, alors que Gary Gensler, lui, il voulait. Elle est vraiment catégorique et donc elle risque peut-être d'être, euh, de devenir à la sec, mais on verra avec Donald Trump, qui, je pense, n'acceptera pas. Voilà. Toujours pour le XRP, on a l'Amérique latine qui pourrait proposer une feuille de route pour remplacer les mots de passe. Alors on a déjà vu, hein, c'est complètement tout ce qui est eh bien biométrique. Et là, enfin bon, après chacun pense comme il veut. Il y en a certains, ils aiment bien. Personnellement, ça vous donne, vous devez mettre votre doigt ou votre iris ou, ou votre paume des mains ou etc. Personnellement, moi j'aime pas trop ce genre de truc, mais en tout cas c'est ce qui se passe. Tout va être répandu dans l'Amérique latine. Voilà, et je regarde juste s'il parle justement des données biométriques, lesquelles vont être mises. Non. Voilà, en tout cas, il y a oui, il y a vraiment un partenariat aussi avec Mastercard par rapport à ça. Et on va voir qu'il y a des liens aussi avec Ripple. Voilà, le premier Ripple Gateway d'Amérique latine dessert 7 marchés locaux et le fournisseur qui est en partenariat s'appelle AstroPay et qui desservira l'Argentine, le Brésil, le Mexique et aussi l'Uruguay, etc. Le Pérou, entre autres. Voilà. Donc il y a des liens, bien sûr, et on sait qu'il y a que Ripple ont aussi la Digital Identity sur le XRP Ledger. En parlant aussi toujours d'Amérique du Sud, vous avez aussi, ça c'est au Mexique, mais ça va se démocratiser. On a Monerex, je pense que vous avez entendu parler de Monerex, j'en ai parlé déjà, qui en fait va permettre aussi de proposer des banques pour les banques, des banques en Amérique du Sud basées sur le XRP Ledger. Voilà, donc vous verrez ça qui va se démocratiser de plus en plus. On peut aussi faire du staking, il y a des airdrops, ça c'est des airdrops si vous prenez de la monnaie MXI, j'en ai personnellement un petit peu, que j'ai mis sur un pool de liquidité, sur, sur un pool de liquidité, j'ai mis du MXI, voilà, qui me rapporte des MXI chaque jour. Et là, justement, ce que je vous parlais tout à l'heure, on a 21 meilleurs, ça date de 2014, hein, mais c'est intéressant de noter, 21 meilleures entreprises, Bitcoin et monnaie numérique approuvent le framework, c'est-à-dire le nouveau cadre numérique pour l'identité numérique, la confiance et l'open data. Et si on regarde en bas, on a Ripple Labs ici, vous voyez, Ripple Labs ici, entre autres, bien sûr il y en a d'autres, hein, mais vous avez Ripple Labs qui fait partie, donc c'est quelque chose qui est depuis très longtemps. Alors ici c'est intéressant, j'avais déjà parlé de cet article de cette personne qui était un ancien de UBS, du Crédit Suisse, et qui en fait faisait un super article que j'ai fait il y a très longtemps, je pourrais vous le mettre, vous demander en commentaire. C'est assez long, mais vraiment c'est une super analyse où on sait exactement où on va avec la crypto-monnaie. Et là, il vous explique un petit peu ce qui va se passer, pourquoi il y aura le Bretton Woods 3. Alors j'en ai déjà parlé énormément, mais on va juste réanalyser un petit peu ce qu'ils mettent. Donc ils mettent qu'il va y avoir des taux d'intérêt et une inflation aux États-Unis qui vont énormément augmenter. La demande des réserves de matières premières vont augmenter. C'est pour ça que j'essaie d'investir dedans. Les demandes pour les monnaies étrangères de réserve, particulièrement pour celles qui ont des rivaux politiques, vont tomber. C'est pour ça que vous voyez le dollar qui va aussi tomber, etc. C'est que les BRICS vont faire leur monnaie, protéger leur monnaie, ils vont arrêter de trader en dollars. Vous voyez, la demande pour dollars va descendre parce que les commerces non dollarisés vont augmenter.
la chaîne d'approvisionnement va devenir moins efficace et plus chère. Et là, ça vous donne aussi des billes sur quoi investir. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Si vous réfléchissez un petit peu, ou investir ensuite, par la suite, pour continuer à gagner de l'argent quand ça sera le bear market. Les États-Unis vont avoir des matières premières énergétiques d'autre part que la Russie, et la Russie va vendre plus à la Chine, et The Middle East va vendre plus, donc c'est le Moyen-Orient logiquement, va vendre plus aux États-Unis. Et ça, on en parlera tout à l'heure sur la géopolitique. Ça, c'est vraiment la phrase la plus intéressante. C'est le Middle East va vendre plus pas aux États-Unis, pardon, à l'Europe. Et c'est ça le plus important. Le monde va devenir notre monnaie, notre problème, à notre matière première, notre problème. Donc en fait, on voit que c'est la tokenisation. Ils vont tout tokeniser sur les matières premières. Les exportations de matières premières vont augmenter la demande de paiement en non-dollars. La déglobalisation va continuer, les pays vont will or, je sais pas ce que ça veut dire, que les matières premières deviennent plus, ça s'appelle autarcie, c'est-à-dire que les pays vont essayer d'être complètement autonomes au niveau des matières premières. Donc imaginez nous en Europe, on est complètement mort, on n'a rien. Franchement, on n'a pas grand-chose par rapport à tous ces pays. Et en plus, vous avez la Russie qui la joue fort. C'est-à-dire qu'en Afrique, la Russie et la Chine, elles essayent de casser ce qu'avait la France, parce qu'ils avaient des contrats avec les ressources. Et actuellement, ça part en sucette de tous les côtés avec la diplomatie française. Voilà. Donc en fait, c'est intéressant de voir ça, parce qu'en fait, on va voir que la crypto-monnaie, en fait, elle n'est pas vraiment là pour lutter contre les banques, en fait. Ça c'est ce qu'on vous dit, par exemple avec le BTC, mais en fait, les banques, elles sont là. On voit que les banques, elles ont investi et elles adoptent la crypto-monnaie. Donc c'est pas la crypto-monnaie, c'est pas quelque chose pour en fait s'affranchir des banques, pas du tout. Il faut pas croire ça, parce qu'en fait ce qu'il va y avoir, c'est tout simplement comme vous l'avez lu là sur le résumé, c'est une tokenisation, et pour qu'il y ait une tokenisation, il va falloir qu'il y ait un collatéral, et c'est donc les matières premières et l'or qui vont jouer ce rôle. Et ce que font en fait les banques centrales, c'est qu'elles stockent de l'or. On l'a vu tout à l'heure sur la Chine par exemple, qui stockent de l'or comme des malades. Et les CBDC, elles seront soutenues par l'or en fait sur les DLT. Maintenant, ce qui est intéressant pour le XRP, c'est qui fournit l'infrastructure pour les DLT. C'est tout simplement le XRP Ledger qui va fournir ça. Et donc c'est intéressant pour nous qui avons investi entre autres sur le XRP. D'ailleurs, regardez, c'est pas pour rien. Ripple, alors ça c'est vieux, hein, mais je l'ai déjà dit, mais Ripple a rejoint la BIS Task Force pour les paiements transfrontaliers. Voilà. Alors ensuite, on a donc ils feront le bridge, hein, on le sait, c'est le XRP qui fera le bridge entre le XRP Ledger et justement les CBDC. Maintenant, logiquement, ça sera une partie sur le XRP Ledger privé pour ce qui est les CBDC, et il y aura une autre partie qui sera par contre sur le XRP, logiquement, qui n'est pas privé, qui est public. Voilà, maintenant on va parler pour terminer de ce qui se passe en Syrie, parce que selon moi, et je suis pas le seul à le dire, c'est beaucoup toujours pareil, la même chose. C'est une histoire de matières premières, d'oseille, et on va juste regarder ça, c'est intéressant. Le projet de gazoduc Qatar-Turquie est un projet lancé en 2000 qui permet de rallier la production
d'hydrocarbures au marché européen en passant par la Turquie. Mais ce projet est arrêté en 2009 à cause des différentes tensions alimentant la région moyenne-orientale. Donc il y a eu une révolution, vous savez, le printemps arabe, etc. Et ça a bloqué en fait le projet. Si ce projet Qatar-Turquie et plus généralement les enjeux énergétiques ne sont pas directement responsables des différents conflits, ça c'est ce qu'ils mettent sur Wikipédia, qui secouent le Moyen-Orient aujourd'hui, ils sont cependant des catalyseurs importants et contribuent à amplifier les frictions entre les États Moyen-Orient. Alors là, ce qui est important de noter, c'est ça. Lancé dès 2000, le projet de gazoduc Qatar-Turquie compte acheminer les hydrocarbures depuis le champ gazier iranien jusqu'en Turquie où il sera rattaché au gazoduc de Nabucco, lui aussi en projet, afin d'approvisionner le marché européen. 2 tracés sont dessinés. Le premier transite par l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie avant d'arriver en Turquie. Et celui-là a été en fait bien arrêté en 2009. Le second évite la Syrie et passe par l'Irak et le Koweït. Le premier projet est abandonné en 2009 car la Syrie refuse de signer l'accord. Donc c'est Bachar al-Assad qui avait refusé de signer pour protéger les intérêts russes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on voit avec la chute, ça va permettre en fait justement à cette pipeline de pouvoir arriver. Et donc c'est pour ça que vous avez la Turquie entre autres qui a financé ces terroristes en fait avec les États-Unis et Israël, parce qu'en fait ça va permettre pour l'Europe en fait d'avoir du gaz sans passer par la Russie ni le GNL, enfin voilà, et d'aller directement avec une source qui est proche pour eux et surtout d'éviter en fait de se ravitailler, parce qu'en fait les gens savent pas mais ils achètent à fond du gaz russe pour l'instant, ils n'ont pas le choix. Et bien sûr la Turquie, elle c'est intéressant pour elle parce que ça arrive en Turquie, donc elle va gagner bien sûr une commission sur tout ça. Voilà pourquoi elle a financé avec Israël pareil. Voilà, donc tout ça on voit là le projet en compétition avec l'Islamic Pipeline, donc il y avait les deux, et Bachar al-Assad lui avait choisi l'autre avec l'Iran, et justement pas le premier, donc vous comprenez bien que tout ça c'est que des histoires de ressources. D'ailleurs, regardez, ça c'est Le Monde en 2018. Le projet de gazoduc arabe permet de contourner la Russie, d'éviter le long trajet du pétrolier GNL depuis le Qatar. Et là, c'est le 30 juin, Thierry Breton, commissaire au marché intérieur de l'UE, a appelé les grandes entreprises énergétiques à se concentrer sur l'augmentation de leur offre suite à leur appel public du 25 juin à restreindre la consommation. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de chercher des nouvelles ressources gazières qui ne sont pas trop éloignées du marché européen. Et comme par hasard, vous avez le régime de Bachar Assad qui tombe. Voilà. Et parce qu'on sait qu'en Algérie, ils sont proches de leur pic de production, donc il faut trouver des autres sources, tout simplement. Et la Syrie, c'est parfait, c'est énormément de ressources. Bref, voilà dans le monde dans lequel on vit. Et pour terminer, on avait Trump qui avait signé la loi César sanctionnant le régime syrien. Donc au niveau des sanctions, c'est un peu comme le Venezuela, du coup c'est le peuple qui subit. Maintenant c'est vrai qu'il y a eu sûrement c'était quand même un dictateur, Bachar al-Assad, mais est-ce que ça sera mieux que... est-ce que ça sera mieux actuellement avec des islamistes qui soi-disant sont modérés selon les Européens? Je pense pas qu'ils soient modérés. Franchement, je suis pas du tout sûr. Je pense que ça a été juste fait pour justement cette histoire de gaz. Et voilà. Donc il y a eu cette loi César qui sanctionne, et en fait qui en fait va subir, c'est toujours les mêmes, c'est le peuple, que ça soit dans tous les c'est toujours le peuple qui subit. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé, on va faire la guématrie, ça va être assez rapide. Juste noter, là on est la semaine 50. Vous avez la semaine 51 qui est du 16 décembre au 22 décembre 2024. C'est intéressant de noter qu'on a 51 ici.
Et on va voir après pourquoi. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est que j'avais jamais capté, c'est des semaines, on appelle ça, c'est le système ISO. Et le système ISO, c'est la même chose que par exemple pour le système financier, où vous avez le système ISO 222 qui va être mis en place. Voilà, donc en fait j'ai cherché un petit peu, j'ai fouillé. Ici donc vous avez le système ISO 222 qui est une norme ISO régissant l'échange de données informatisées sur les institutions financières. Et donc ça c'est depuis le système grégorien que ça a été mis en place. Donc je me dis, il y a peut-être un truc à fouiller sur ça, pourquoi tout est en système ISO, et déjà 222. Donc en fait j'ai regardé, et on va lire ça. Si les gens accordaient, donc ça c'est une date sacrée, c'est le 222. Ici, vous voyez 222, 222. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? C'est la guerre en Ukraine. Si les gens accordaient une attention plus sérieuse aux avertissements concernant la date du 22 février 2022 qui retentissait de temps en temps, cela contrarierait peut-être dans une certaine mesure leur plan grandiose pour cette date. Alors, les débuts, alors là, bien sûr, ça parle de gématrie, hein. Lucifer, l'étoile du matin, élevé au règne de Dieu, son code est 222. Les chiffres 111, 222, 33, 666 sont des nombres maîtres. Il existe maintenant un nombre maître 222. Et là, regardez bien, Lucifer enseigne as above, so below. Ce qui est en haut est en bas. Ça, c'est comme la franc-maçonnerie, vous connaissez. Et cette phrase en gématrie anglaise, ça dit 222. Lucifer Morningstar 222, Horde of Chaos 222, la clé de l'univers 222, Armageddon pareil 222, Hitler pareil 222, bref. Vous voyez que c'est exactement la même chose. On a aussi le retour de Jésus sur terre, c'est 222. Dans les versets, vous avez Luc 222 et 22, 22, 22 sont tous deux liés au complot meurtrier contre Jésus. Le deuxième verset du Luc 22 est l'un des seuls endroits où il est enregistré que des personnes cherchaient activement à le tuer. Voilà, donc on peut continuer comme ça longtemps. Et maintenant, on va juste regarder. Donc j'ai pris cette date de l'Ukraine, la date d'Ukraine 222, et vraiment par hasard, sans rien faire, la date d'aujourd'hui, on est le 10 décembre 2024, et regardez la structure, 33 mois, donc déjà ça match, et regardez, 66, 30, 12, 46, 10, c'est exactement la même structure, 48, 28, 28, 64, 32, et ici, 66, 30, 12, 46, et vraiment un hasard. J'ai rien touché, puisqu'en fait, quand vous connectez sur Gematrinator, il vous donne toujours la date d'aujourd'hui. Et donc là, ça match complètement. Est-ce qu'il va se passer quelque chose en Ukraine? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Je ne sais pas. Je suis pas devin, mais en tout cas ça match. Il y a peut-être quelque chose, il va peut-être se passer quelque chose, ou voilà, logiquement ça serait par rapport à l'Ukraine, ou en tout cas par rapport à la norme 222 aussi peut-être. Voilà, j'ai pas complètement fini. Si je regardais en bas, si je tape XRP, on a 22 en réduction. Donc on a 222, 22. Ici, c'est quand même assez important. ISO, on a 43, 16, 38, 20. Et notez que ISO XRP a la même structure que ISO. Ici, regardez, 61. Ici, 16 en miroir. 16. On a, que je vous dise pas de bêtises, voilà le 43 ici et en miroir 34. Donc on voit bien c'est connecté à ISO 222. Une dernière chose, regardez ici, vous avez 15, je vous rappelle Chaldéen 15, c'est le XRP, on a vu que c'est la carte du diable au tarot, à la blockchain. Maintenant, si vous le faites à l'envers, 15, eh bien on table sur, on va retourner, 15 à l'envers, c'est 51. Et je pense personnellement que la semaine 51, ça va être explosif pour le XRP. C'est mon avis, puisque en fait c'est codé en gematrie. Voilà, bah, écoutez, j'ai terminé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Ciao.